Alors, si vous voulez bien, on va reprendre. Pour cette deuxième séance, je voudrais tout d'abord me présenter, Jean-François Gaudreau-Desbiens, de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. On m'a demandé de présider cette séance sur la souveraineté virtuelle. Nous allons avoir deux conférenciers. Tout d'abord, le professeur Jean-Jacques Lavenu, qui est professeur de droit public à l'Université de Lille 2. Il est également directeur de l'Institut de recherche sur l'évolution de l'environnement normatif des activités transnationales, toujours à Lille 2. Et le professeur Lavenu va tout d'abord nous parler de souveraineté Internet, la nécessaire définition d'une souveraineté fonctionnelle. Il sera suivi du professeur Karim Benyekhlef, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est également directeur du Centre de recherche en droit public à cette même université. Et Karim va, quant à lui, nous parler de la souveraineté virtuelle avec un point d'interrogation, m'a-t-il dit. Donc, le professeur Lavenu va peut-être d'abord nous adresser la parole. Bien. Le professeur Lévy disait tout à l'heure qu'il n'était pas juriste. Moi non plus, puisque je fais du droit international et que tout le monde sait que le droit international, c'est de la poésie. Alors, je me servirai de cet argument pour rêver un peu aussi et avoir un certain nombre d'idées ou de rappels d'autres rêveurs qui ont pu envisager sérieusement que la société internationale, et notamment Internet, pouvait peut-être être réglée selon une approche internationaliste. Alors, je vais parler donc de la souveraineté Internet, la nécessaire définition d'une souveraineté fonctionnelle. Je dirais pour commencer que les observations qui font l'objet de cette communication se situent au carrefour de deux champs d'études. Celui, d'une part, de la déterritorialisation du droit, dont l'avènement du web constitue une sorte d'aboutissement ou d'aboutissement temporaire, et d'autre part celui des relations entre le droit international et le droit interne, débat qui existe depuis que l'on parle du droit international. Tout à l'heure, le professeur Mockel disait qu'il s'agissait pour lui d'arrimer le droit international aux différents droits internationaux. Arrimer le droit international aux différents droits nationaux. Mon point de vue serait peut-être d'arrimer les différents droits nationaux au droit international. Je ne sais pas si c'est une simple différence de formulation ou si c'est déjà une querelle d'école entre administrativistes et internationalistes. Alors, revenir sur ce phénomène à propos de la gouvernance du cyberespace et de la relation entre virtualité et souveraineté suppose la prise en compte de deux faits. Le premier, c'est qu'Internet, activité incoercible, n'est pas sensible à la mise en œuvre de la souveraineté telle que l'entend le droit international classique. Le second, c'est qu'étant allergique à la souveraineté, l'espace virtuel, sauf à être livré à l'anarchie, doit relever d'un système normatif et que le mode d'élaboration de ces normes pose problème. Lorsque l'on fait ce constat, les questions qui apparaissent alors sont celles de la définition de la norme applicable dans le cyberespace et de l'autorité qui doit l'établir si l'on veut que la souveraineté et les usages de chacun soient respectés. Alors à la question « que faire ?» posée par la société de l'information et de la communication, deux réponses se présentent. L'une est celle de l'existant, c'est-à-dire celle de la souveraineté se fondant sur le pouvoir de coercibilité, pour autant que l'on se réfère à l'effectivité de la pratique du moment, elle impliquerait que l'on admette la généralisation du modèle américain, voire des États-Unis, ou tout au moins de sa prééminence. L'autre, c'est celle de la réaffirmation de la prééminence du droit international dans ce domaine,
et de la redéfinition par celui-ci de la notion de souveraineté des États, en l'espèce une souveraineté fonctionnelle définie par exemple sur la base du concept d'Internet, apanage commun de l'humanité. Alors ce sera la trame de cette communication. En effet, je pense que le problème, c'est celui de la définition et de la mise en place d'un système nouveau. Les deux impliquent de prendre en compte ce que tout le monde s'accorde à considérer comme une révolution sociétale, mais que les juristes de nombreux États refusent encore de prendre à bras-le-corps, quitte à s'accommoder de leur impuissance et de leur assujettissement de fait. Il importe donc de montrer comment les nouveaux rapports sociaux internationaux impliqués par l'apparition de l'Internet doivent induire un ajustement nécessaire de la norme juridique qui les régit. Je dirais ainsi de manière à ce que, comme l'écrivait Montesquieu, les lois soient bien les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Le phénomène de virtualisation dont il nous est demandé de mesurer les effets sur le concept de souveraineté nous apparaît comme l'aboutissement d'un processus beaucoup plus ancien de dissociation progressive de la relation entre souveraineté et territoire, ce que j'appelle la déterritorialisation, au profit d'une relation souveraineté-régime des activités, c'est-à-dire souveraineté fonctionnelle, comme fondement fonctionnel de l'autorité et de l'efficacité de la norme juridique. Le passage de l'un à l'autre dans le temps, selon un processus dialectique, s'est développé de façon progressive, pratiquement depuis l'origine du droit international. À son stade ultime, que l'on aborde avec la mise en œuvre de l'Internet, les liens fonctionnels présentés par la doctrine classique entre droit, souveraineté, territoire disparaissent dans un monde de virtualité et de dématérialisation où continue néanmoins à se poser le problème de la norme. Mais la norme de qui? De chaque État? D'un État? Des États? D'une organisation internationale? Les étapes de cette évolution sont exposées dans mon rapport écrit, donc je ne vais pas le reprendre ici. Un schéma simplement permet d'illustrer ce phénomène en montrant simplement, le rappel, vous le direz, le texte, que depuis l'origine, la relation entre État et souveraineté était totalement liée au territoire et que les phénomènes de droit étatique et de relations internationales étaient définis par rapport à la notion de territoire. Or, s'est développé particulièrement depuis les années 50 et par la suite avec le développement des organisations internationales, tout un droit qui se pose en droit des activités et qui se détache de la notion de territoire. Alors, j'ai mis un exemple pour montrer la relation dialectique d'opposition qui s'est toujours faite dans le temps, puisque au XVIIe siècle, on avait déjà certains juristes, comme Wellwood par exemple, qui expliquaient que le droit de la mer, le droit de la pêche en l'espèce, devait être régi en tant qu'activité et non pas en tant que zone territoriale par rapport à une autre. Au bout du processus dans lequel nous sommes, qui est ici, la notion de territoire a disparu. La notion de temps disparaît. Donc disparaît à la fois le temps, l'espace, qui servait de base à toutes les formes classiques et traditionnelles du droit international et du rapport entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une des questions qui est posée. Alors, si au terme de cette évolution, on tente de faire un état des lieux des manifestations de la souveraineté dans le cyberespace, celui-ci est révélateur de deux choses. Première chose, c'est que les souverainetés,
n'y sont pas égales. D'autre part, la dimension particulière qui est introduite par la lutte contre le terrorisme induit un phénomène objectif de suggestion, de fait, qui pose à nos yeux la question même de la notion, de la définition de la souveraineté. J'irai plus loin, éventuellement entre parenthèses, à travers certains exemples, je dirais voir des relations entre l'Union européenne et les États-Unis à propos de PNR. On a parlé de PPP tout à l'heure, mais il y a le problème de tout ce qui est transmission des données d'un pays vers un autre, qui peut en faire ce qu'il veut. Donc que reste-t-il à ce moment-là de la souveraineté de l'État? Je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai la bouche toute sèche. Alors, l'inégalité des souverainetés en termes d'effectivité. Donc l'inégalité des souverainetés en termes d'effectivité peut être démontrée et peut être facile à mettre en évidence. Il suffit de renvoyer un certain nombre d'affaires que je ne vais pas reprendre ici, mais la vieille affaire Yahoo du départ, l'affaire World Sport Exchange, PNR, SWIFT, etc., sont des tas d'affaires ou des tas de situations où des souverainetés étatiques se trouvent confrontées au niveau de l'effectivité à l'ineffectivité de leurs sanctions et de leur pouvoir. Bon. Dans Yahoo, la première affaire Yahoo, certes, les juridictions françaises peuvent condamner, mais quand on se retrouve aux États-Unis et que l'on veut mettre en œuvre l'exéquatur, on ne peut pas. Alors certes, on a un pouvoir, on peut poursuivre, mais avec aucun effet. Bon. Dans l'affaire PNR, dans tout le champ de PNR, quand les données concernant les voyageurs sont transmises aux États-Unis, il est bien inscrit dans les textes que ces données deviennent la propriété du gouvernement américain. C'est quand même grave en matière de données personnelles. Et qu'est-ce que l'on fait si le gouvernement des États-Unis décide de transmettre ces données à des gouvernements tiers? Quid de la souveraineté en question? Alors, par ailleurs, la réaction aux événements du 11 septembre, la volonté de faire face à la menace terroriste en utilisant tous les moyens de la modernité ont conduit à ce que certains présentent comme un démantèlement des limites en matière de collecte d'informations. Alors on est amené à ce moment-là à constater un parallélisme qui a été évoqué à travers une question tout à l'heure dans l'affaiblissement de la souveraineté des États, de la protection des libertés et des données personnelles, au nom d'un nouvel impératif catégorique de lutte contre le terrorisme. Car si tout le monde est d'accord pour lutter contre le terrorisme en respectant la souveraineté des États, les droits fondamentaux, la nécessité annoncée de renforcer, paradoxalement, les droits fondamentaux et la protection des citoyens conduit à adopter des textes multipliant la création des fichiers et développant une interopérabilité qui sont autant de menaces pour ceux-ci et pour la souveraineté elle-même. Il est clair que seule une véritable réglementation internationale, tenant compte de l'ensemble des impératifs de protection des libertés, de la sauvegarde de la souveraineté des États, des nécessités de la lutte contre le terrorisme, sera susceptible de l'éviter. Cela supposera de redéfinir un certain nombre de ces concepts opératoires, au premier rang desquels se trouve celui de souveraineté. Par ailleurs, si le fait que l'on assiste à un phénomène général de déterritorialisation du droit est indiscutable, celui-ci n'implique pas pour autant une simultanéité de mise en place d'un système de remplacement susceptible de donner satisfaction à l'ensemble des États. Si l'évolution est satisfaisante dans le développement de systèmes fonctionnels à caractère plus ou moins supranational, dans le type Union européenne par exemple, il est loin d'en aller de même dans l'ensemble des champs d'activité de l'espace virtuel. À la prééminence
de fait historique et technique des États-Unis se trouvent alors confrontés des approches culturelles qui peuvent être très opposées. Une seule question, il suffit de l'évoquer, quid de la notion d'ordre public sur Internet? C'est quoi l'ordre public? L'ordre public en Europe, l'ordre public en Arabie Saoudite, l'ordre public en Asie du Sud-Est, est-ce que c'est la même chose? Comment on le définit? Qui décide? Pour autant, le leadership qui existe doit-il mener à l'adoption des seules normes américaines pour la simple raison que ce qui serait bon pour l'Amérique serait bon pour le monde entier? Un reproche qui est fait. La situation que nous observons aujourd'hui doit-elle être considérée comme irréversible? Situation de fait. La solution de l'internationalisation du droit applicable en ce domaine paraît la seule solution qui puisse assurer un respect de l'égalité des États dans le monde de l'Internet et de leur souveraineté. Elle supposera notamment qu'une véritable réflexion soit menée sur la notion, je le disais, d'ordre public, par exemple, sur le lien entre ordre public et souveraineté des États. Elle pourra être réalisée selon des modalités techniques diverses qui vont de l'adoption de législations parallèles, de conventions internationales ou de création d'une organisation internationale de réglementation ou de régulation des activités dans le domaine du cyberespace. Elle doit reposer sur une définition fonctionnelle de la souveraineté trouvant son fondement dans un droit international considérant l'Internet comme patrimoine commun de l'humanité et dont la représentation pourra être assurée par une organisation, on le verra, envisageable. Il en va en effet aujourd'hui du cyberespace comme il en est allé de l'espace il y a 50 ans. Les juristes pensent en termes de géographie et les gouvernants rêvent de se partager, de s'approprier, entre guillemets, des mondes nouveaux, alors que ce qui est en cause, en réalité, est l'organisation du régime d'activités qui doivent intéresser la communauté tout entière dans des univers dématérialisés. Face à l'inefficacité de l'ordonnancement juridique de référence, l'enjeu est alors de mettre en place un nouveau système qui installe un mode de régulation effectif et efficace. Il repose sur la remise en cause de la notion de territoire et de souveraineté du droit international classique. La notion de souveraineté fonctionnelle résulte de l'association de deux idées. Celle, tout d'abord, défendue par George Sell, qui veut que le destinataire final de la norme juridique soit toujours l'individu. On évoquait tout à l'heure les difficultés quand on parlait du citoyen, de quelle était cette personne que l'on prenait en compte dans les réglementations concernant l'Internet. On dit « oh, c'est pas le citoyen, c'est le client, c'est l'usager, etc. » Mais le but final du droit international, c'est l'individu. Alors je sais que je me rattache à une école particulière, qui est l'objectivisme sociologique, mais l'idée fondamentale est là. La deuxième idée qui est importante, la deuxième notion, la deuxième association que l'on doit faire, c'est celle qui est présentée ou qui a été présentée par Rolando Quadri, selon laquelle certaines activités, parce qu'incoercibles, ne sont pas susceptibles de relever de l'activité gouvernementale de tous les États à raison d'une classique souveraineté territoriale, mais d'un seul État, dans certains cas, voire d'une organisation ou d'une agence internationale, à raison de la nature même de l'activité en cause. Ce sera le droit international, le droit des gens, qui déterminera cette répartition des compétences gouvernementales
des différents États dans le cadre de politiques communes qui trouveront leur justification dans la prise de conscience de la nécessité de prendre en compte certaines activités dans leur dimension globale. Kadri, à l'époque, puisqu'il parlait de l'espace extra-atmosphérique, a mené à la reconnaissance en droit international de la notion de régime des activités dans la répartition des compétences entre le droit international et les États. Ainsi, si, selon lui, je le cite, le droit international protège l'exercice de l'activité gouvernementale, c'est dans la mesure où une structure sociale a réussi à s'affirmer en fait comme décisive pour une communauté humaine. Le en fait, on ne l'a pas quand on parle de souveraineté sur Internet, quand un État n'est pas capable effectivement d'appliquer les sanctions qu'il prétendrait pouvoir appliquer en tant qu'État souverain. Il soulignera dans le même temps que certaines activités, par nature, parce qu'incoercibles, ne seront pas susceptibles de relever de l'activité gouvernementale de tous les États, à raison de leur classique souveraineté territoriale, mais d'un seul État, à raison de la nature même de l'activité en cause. Le même raisonnement peut être tenu à propos du web, tout en sachant que le concept équivalent à celui d'état de lancement, qu'évoquait Kadri, impliquera une définition spécifique posée par le droit international. Par ailleurs, l'existence d'une autre communauté, l'humanité, pour laquelle une activité gouvernementale nécessaire ne saurait relever de la seule structure étatique, justifiera le rôle nécessaire d'une structure sociale internationale. Cela suppose une nouvelle approche du droit international et une nouvelle répartition des compétences à raison des activités. On a eu l'enjeu de ce débat dans les schémas qui ont été présentés tout à l'heure entre les sphères internationales, les sphères étatiques et le secteur privé. Et on mesurait à travers ce schéma les incertitudes. L'ordre international est boiteux parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Les États ne sont pas toujours compétents et on se demande ce que vient faire, dans certains cas, le secteur privé qui se retrouve en train de gérer un certain nombre de fonctions qui relèveraient traditionnellement de l'État. Alors, les activités n'étant pas les mêmes, le régime qui leur sera applicable devra être chaque fois adapté, ce qui pourra aussi impliquer que les sujets du droit international, les États entre autres, pourront s'y voir reconnaître des compétences variables. Ce n'est pas nouveau. On retrouve là, d'une certaine manière, l'idée qui se trouvait exprimée dès 1949 dans l'avis Bernadotte, le fameux avis Bernadotte qui disait, je vous le dis, qui dit la chose suivante, changez les mots. Les sujets de droit dans un système juridique ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits, et leur nature dépend des besoins de la communauté. Le développement du droit international au cours de son histoire a été influencé par les exigences de la vie internationale et l'accroissement progressif des activités collectives des États a déjà fait surgir des exemples d'actions exercées sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des États. C'est une évolution classique, une évolution qui n'a rien d'extraordinaire. Dans un contexte théorique où la définition classique de la souveraineté est encore largement dominante, l'analyse de Kadri rend d'une certaine manière compréhensible deux choses. L'idée, tout d'abord, que l'activité qui s'exerce dans certains espaces ne relève pas d'une souveraineté territoriale, et d'autre part, d'une approche fonctionnaliste de la souveraineté, peut apparaître comme un modèle envisageable de ce que pourrait être une définition moderne de la souveraineté. Lorsque l'on étend par analogie ce raisonnement au régime des activités dans le champ du cyberespace, on se rend compte qu'il peut aussi bien servir à justifier la prééminence d'un État, qui pourrait être en l'espèce les États-Unis, que
que d'une organisation ou d'une agence internationale. C'est alors que doit intervenir le droit des gens comme répartiteur des compétences et que les analyses de Georges Sell prennent toute leur signification. La souveraineté fonctionnelle étant ce que le droit international attribue à l'État comme pouvoir gouvernemental, cette souveraineté peut s'accommoder de la gestion du cyberespace par le droit international dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Elle se fera par l'attribution aux États ou à certains États de compétences particulières, attributions techniques, nommages, etc., et à l'organe investi de la mise en œuvre de la solidarité internationale dans l'intérêt de l'humanité tout entière, de la gouvernance principale du cyberespace. Quelle pourrait être la réponse institutionnelle à la mise en œuvre de ces compétences ? Il n'est pas naturellement envisageable de détailler toutes les modalités d'approche structurelle ou conventionnelle de mise en place d'un système de gestion de l'Internet. Je propose simplement une réflexion à partir d'un texte qui pourrait être l'ébauche d'une convention internationale sur la gouvernance de l'Internet, dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Ces éléments peuvent servir à lancer un débat et à nourrir une réflexion. Article 1. L'utilisation du cyberespace doit se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique. Elle est l'apanage de l'humanité tout entière. Le cyberespace peut être utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, en vue de favoriser la coopération et la compréhension internationale. Article 2. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans le cyberespace. Article 3. Le cyberespace ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation, ni par aucun autre moyen. Ces trois articles, qui pourraient être donc les premiers d'une future convention internationale, apportent une réponse qui tient compte des caractéristiques de celui-ci. Ils prennent également en considération l'interrogation plusieurs fois ressentie à travers les recherches que l'on a pu faire sur le risque de voir dans un univers virtuel échappant à la souveraineté territoriale des États, de fait, le monopole économique d'un seul se traduire en fait par ce que l'on pourrait appeler un imperium data. Ils expriment surtout l'idée que parce qu'ils échappent à la souveraineté de l'État, il doit être considéré comme le patrimoine ou l'apanage de l'humanité tout entière et que l'organisation des activités qui s'y exercent devra traduire un niveau de solidarité qui dépasse les États. Les États y sont parvenus lorsqu'il fut envisagé de mettre en exploitation l'Antarctique ou pour l'espace extra-atmosphérique. Ils devront le réaffirmer pour le cyberespace. Une observation est à ce propos nécessaire. Si l'on peut être tenté de penser dans un premier temps, selon une approche par analogie, que la reconnaissance au cyberespace du statut de patrimoine commun de l'humanité peut apporter une solution, il faudra se rendre compte ensuite que, dépassant l'analogie, ce concept exprime en fait une réalité unique, un dénominateur commun, correspondant à la prise en compte d'une solidarité supérieure à la solidarité nationale. Un organisme pourrait alors être chargé de la représentation de l'humanité sur le modèle de l'autorité des fonds marins. Elle existe. La structure, le modèle existe, qui a été mise en place par la Convention de Montego Bay. Le sommet mondial que l'on a évoqué de Tunis de 2005 a été révélateur des problèmes posés par la gouvernance de l'Internet.
La discorde entre les États-Unis et le reste du monde, à ce moment-là, sur le contrôle de l'architecture de nommage de la toile, en a fourni un exemple concret. L'absence de véritable solution qui en est résultée est révélatrice de ce que l'on pourrait analyser, là encore je cite Georges Sell, comme la volonté de puissance de l'État. Au-delà d'un simple conflit d'attribution des noms de domaine, c'est le problème de la régulation de la toile par les États-Unis qui a été en jeu et qui n'a pas été résolu. L'agenda, ce qui a suivi après, ce sont des bricoles par rapport au sujet qui n'a pas été traité, le vrai sujet étant reporté au calendrier grec, si j'ose dire. Donc le conflit n'a été résolu à aucun des deux sommets de la Société de l'Information, ni à Genève, ni à Tunis, ni à Athènes. Et je ne pense pas qu'au prochain sommet, il sera résolu. Pour finir, eh bien, je compléterai les 3 premiers articles du traité que j'évoquais. Article 4. Il est créé une autorité internationale du cyberespace, par l'intermédiaire de laquelle les États parties organisent et contrôlent les activités dans l'espace virtuel dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Article 5. Les États parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans le cyberespace, qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées par le présent traité. Les activités des entités non gouvernementales dans le cyberespace doivent faire l'objet d'une surveillance continue de la part de l'État approprié, partie au traité. En cas d'activité poursuivie par une organisation internationale dans le cyberespace, la responsabilité des dispositions du présent traité incombera à cette organisation internationale et aux États parties au traité qui font partie de l'organisation. Article 6. En ce qui concerne l'utilisation du cyberespace, les États parties au traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l'assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans le cyberespace en tenant compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au traité. Prenant en compte les observations que nous avons faites dans les pages précédentes et traduisant la nécessité de la réglementation internationale, ces 3 articles pourraient compléter la réglementation dont nous avons donné une ébauche et nourrir d'autres sommets de la Société de l'Information. Les données du problème sont connues, les solutions existent. C'est à la science du droit international, écrivait Georges Sell, qu'il appartient de renouer la chaîne mal soudée et souvent interrompue des solidarités superposées et, en ruinant la conception dualiste, de faciliter le développement de l'organisation juridique universelle. Je vous remercie. C'était un rêve.